Bonsoir. Notre intervention intitulée La philosophie de David Hume entre scepticisme et empirisme. David Hume, 1711-1776, est un des représentants de l'empirisme, thèse selon laquelle nos idées viennent de l'expérience sensible. En cela, il influença Kant. Il tira, selon le propre mot de Kant, de son sommet dogmatique. Il se réclame aussi du scepticisme. Les sources de sa pensée, on notera d'abord l'influence du scepticisme antique, en particulier du Scepticus Empiricus, IIIe siècle après Jésus, et probablement de Montaigne, scepticisme moderne. Il s'inscrit dans le courant empiriste anglais dont John Locke, 1732-1704, fut le promoteur. Enfin, il applique à la connaissance de l'homme la méthode de la recherche expérimentale de Newton. Les principales œuvres de Hume sont Traité de la nature humaine, 1740, des essais moraux et politiques, 1741, Enquête sur l'entendement humain, 1748, Histoire naturelle de la religion, 1757, puis Dialogue sur la religion naturelle posthume. Hume est le représentant de l'empirisme philosophique. Pour comprendre ce qu'est l'empirisme, il faut rappeler le problème philosophique sous-jacent à cette théorie. Ce problème est celui de l'origine de nos idées. Comment se former-elles dans notre esprit? Des thèses vont s'opposer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, époque où Kant résoudra en partie le problème. La théorie intellectualiste, parfois encore appelée dogmatisme, considère que les idées préexistaient à l'expérience en notre esprit. On peut alors soutenir, par exemple, que nous les avons contemplées dans un autre monde, comme le fera Platon, ou parler d'idées aînées comme chez Descartes. Si les idées sont dans notre esprit, alors les organes de sens ne font que réveiller en nous les idées correspondantes permettant de penser les choses. L'argument essentiel en faveur de cette thèse est que les idées sont généralement alors que l'expérience est toujours particulière. L'expérience ne saurait donc suffire à les susciter. La célèbre analyse de morceaux de cire développée par Descartes se veut aussi une preuve de cette théorie. Comment puis-je reconnaître le même morceau de cire avant et après chauffage alors qu'un de mes sens ne m'envoie à son propos la même information? Il y a changé de forme, de couleur, a perdu odeur et saveur. Le froid, il est devenu chaud et quand je le frappe, il ne résonne plus. Mes sons me disaient qu'il ne s'agit plus de même objet et pourtant je sais qu'il s'agit toujours du même morceau de cire. Il faut conclure que ne sont pas mes sens mais mon esprit qui perçoit. À cette thèse, les empiristes rétorquaient qu'il me serait bien difficile d'avoir des idées sans mes organes de sens et qu'un examen attentif nous montre que l'expérience répétée se fait expliquer la formation des idées. Certes, la perception unique d'une table ne permet pas d'en forger l'idée, mais il en va tout autrement lorsque cette perception se répète. Ainsi, l'exercice de sens joint à l'habitude permet d'expliquer la formation de mes idées. Cette thèse est celle de Hume. Pour Hume, la connaissance dérive donc tout entière de l'expérience sensible. Nos perceptions sont classées en deux catégories. Les impressions ou perceptions vives comme les sensations ou les émotions. Les idées qui sont des images affaiblies des impressions. Mais comment pensons-nous? L'association des idées résulte de l'habitude née de l'expérience. Nos idées s'associent selon des lois, un peu comme en physique. Les faits naturels sont régis par des lois d'attraction. Les représentations s'appellent les unes les autres sans que nous le voulions. Mais comment comprendre la causalité? Il ne suffit pas que je perçoive des successions pour en conclure un enchaînement de cause à effet. Si par exemple je sors de chez moi et qu'à ce moment précis,
Il se met à pleuvoir. Je ne peux en conclure que ma sortie est la cause de la pluie. Ce reste un des arguments des intellectualistes contre l'empirisme. Certes, répond Hume, d'une succession isolée. Je ne peux en effet conclure nulle loi de causalité, mais il n'en est pas de même si la succession se répète un très grand nombre de fois. L'habitude associe alors les deux idées et la cause n'est rien d'autre qu'un antécédent constant. On notera, on rétorquera que ce n'est pas parce que deux faits se sont toujours succédés qu'ils succéderont toujours, qui m'assure que la liaison de cause à effet que j'ai établie est véritablement nécessaire et rien. Et c'est de reste pourquoi la thèse de Hume aboutit effectivement au scepticisme. Mais s'il ne s'agit pas d'un scepticisme qui conduirait à suspendre toujours son jugement, Hume fait seulement souligner le limite de l'intelligence humaine. Nous sommes réduits à la croyance. Si certaines croyances sont utiles, celles qui conduisent l'action, d'autres sont de purs produits de mon imagination. C'est le cas de nos croyances métaphysiques, Dieu, l'âme, le monde, car dans ce domaine, la connaissance est impossible. En politique, seule la coutume et l'utilité légitime et le pouvoir sont aucun principe rationnel. L'empirisme sceptique de Hume influencera fortement la pensée kantienne. Voilà, notre intervention concernant la philosophie de Hume est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.